Dans les eaux boueuses de la rivière Mara, il gît immobile, comme s'il n'existait pas. Un fantôme des eaux. Un cauchemar sans nom. Le crocodile de la rivière Mara. Morsure mortelle, la hantise de la rivière Mara. La rivière Mara. Une petite rivière, mais chaque année, elle devient la frontière entre la vie et la mort. Située à la jonction du Serengeti et du Masai Mara, cette rivière transporte bien plus que de l'eau. Elle transporte le destin. Alors que plus d'1 million de gnous, de zèbres et de gazelles se rassemblent pour la grande migration, les eaux apparemment paisibles deviennent soudain immobiles. Non pas parce qu'elles sont calmes, mais parce qu'en contrebas, les prédateurs retiennent leur souffle, attendant l'arrivée de leur proie. Sous le soleil brûlant de l'Afrique, là où les prairies s'étendent à perte de vue, la grande migration des gnous est l'un des chapitres les plus grandioses de la nature. Et nulle part ailleurs elle n'est plus brutale et glorieuse que le long de la rivière Mara, où la frontière entre la vie et la mort se joue en quelques secondes. Chaque année, de juillet à septembre, plus de 1,5 million de gnous, des centaines de milliers de zèbres et de gazelles quittent les prairies sèches du Serengeti pour les terres luxuriantes du Masai Mara. C'est une migration colossale, mue par les rythmes ancestraux de l'odeur de l'herbe fraîche, du tonnerre lointain et des souvenirs génétiques qui coulent dans leurs veines depuis des millénaires. Sans guide, sans carte. Ils vont et viennent, comme s'ils étaient les vaisseaux sanguins de cette terre. Mais la rivière Mara représente le plus grand défi. Contrairement aux prairies, contrairement aux buissons épineux, la rivière est un lieu où la mort rôde en silence. Des troupeaux de gnous se rassemblent sur les berges, les yeux grands ouverts, le pas hésitant. Une immense masse de créatures semble retenue par une peur instinctive. Car sous cette couche d'eau silencieuse, les crocodiles du Mara sont immobiles, dissimulés tels des piliers de pierre vivants. En un instant, un individu courageux saute à l'eau, et tout s'effondre. Le troupeau entier se précipite dans le chaos. Créant des flots d'animaux vivants dévalant les rochers. L'eau jaillit comme de l'écume. Le bruit des sabots frappant l'eau résonne, mêlé au rugissement strident des éclaboussures.
La vie se condense en quelques minutes. La mort guette en quelques battements. Lorsque le troupeau dévale la rivière comme un flot vivant, le chaos devient le véritable ennemi. Ceux qui se trouvent au milieu du troupeau sont serrés les uns contre les autres, sans espace pour respirer. Un faux pas peut entraîner le corps entier piétiné par des centaines de sabots paniqués. Les rochers glissants au fond de la rivière firent tomber de nombreux animaux, les enlisant et les emportant par le fort courant. Certains étaient proches du rivage, mais, sous l'impact violent de leurs congénères, ils furent repoussés au cœur du tourbillon mortel. Le hennissement résonna de panique, non seulement à cause de l'ombre du crocodile, mais aussi de la peur venant de leur propre troupeau. À ces moments-là, il n'y avait ni amour, ni camaraderie. Seul l'instinct de survie subsistait. Et ceux qui tombaient n'étaient pas attendus. Pourtant, la majorité des centaines de milliers de gnous continuent d'avancer. Trempés, tremblants, la peau déchirée par les pierres et les cornes, ils sortent encore du fleuve tels des guerriers franchissant les portes de la vie et de la mort. Chaque blessure témoigne de leur volonté de vivre. Chaque respiration rapide est une déclaration à la nature, ils ont survécu, non pas parce qu'ils sont plus forts. Mais parce qu'ils ne peuvent s'arrêter. Le voyage n'est pas terminé. La migration ne se déroule pas en un jour, mais sur plusieurs semaines, vague après vague, groupe après groupe, comme un flot de sang. Chaque traversée de rivière est un nouveau pari. L'eau d'aujourd'hui est différente de celle d'hier. La terre d'aujourd'hui, sur l'autre rive, s'est peut-être effondrée. Les crocodiles ne restent pas immobiles. Et des dangers invisibles brouillards, boues profondes, courants violents attendent toujours de les retenir. Aucune traversée ne se ressemble. Personne n'a le droit à la complaisance. Et c'est cette férocité, cette peur qui nourrissent l'écosystème africain. La migration n'est pas seulement un voyage à la recherche d'eau et d'herbe, mais l'élément vital de la savane. Un cycle légendaire où la vie et la mort dépendent l'une de l'autre pour préserver la terre sauvage. La rivière Mara devient le lieu où la sélection naturelle est la plus féroce, de nombreux individus sont emportés par les eaux, piétinés. Mais, étonnamment, les gnous ne s'arrêtent pas.
Ce qui est perdu, c'est la survie des autres. Des centaines de milliers d'individus traversent avec succès la rivière, posent le pied sur la savane du Masai Mara et poursuivent leur périple vers la survie. Ils se nourrissent d'herbes, mettent bas, se préparent pour le voyage de retour à la fin de l'année. Contrairement aux prédateurs qui doivent se coordonner en groupe, les crocodiles du Mara sont des tueurs solitaires, mais ils se rassemblent souvent en grand nombre au point de passage des rivières pendant la saison de migration, créant une flotte silencieuse sous l'eau. Chacun agit selon son propre instinct, mais l'objectif commun est d'attendre. Les crocodiles du Mara ne sont pas pressés. Avec leur corps de 5,6 mètres de long et leurs écailles épaisses et rugueuses, telles des armures antiques, ils se dissimulent parfaitement dans la boue et les eaux troubles de la rivière Mara. Leurs yeux et leurs narines sont situés haut sur leur tête, ce qui leur permet d'observer et de respirer tandis que leur corps est presque entièrement submergé. Ils n'émettent aucun son. La tactique du crocodile Mara est de rester à l'affût, il reste immobile pendant des heures. Dès qu'un individu faible glisse et se noie. En une fraction de seconde, une morsure fulgurante atteint le point faible de la proie. Avec ses dents puissantes et sa poigne de fer, le crocodile attire sa proie dans l'eau, tordant continuellement son corps dans une technique de roulement mortel, qui la désoriente, l'étouffe et la laisse sans défense. Inutile de se précipiter, car l'eau et le temps sont leurs alliés. Sous les eaux troubles de la rivière Mara, le combat se termine en silence. Le crocodile a mordu le gnou. Plus de rugissements, plus de lutte. Des tourbillons de vie silencieuse se déployaient, puis disparaissaient comme si la vie n'avait jamais existé. Le crocodile tenait sa proie, immobile dans l'eau, entamant le lent processus de digestion qui allait durer des jours. Sur le rivage, le troupeau d'antilopes continuait sa traversée. Une vie perdue, mais le voyage de l'espèce n'était pas encore terminé. Sous la lumière éclatante du Mara, alors que les gnous commençaient à se raréfier, un troupeau de zèbres émergea de la lisière de la forêt et s'approcha de la rive.
Ils participaient également à la grande migration à travers le Serengeti et le Masai Mara, cherchant instinctivement des terres plus vertes lorsque la saison sèche vidait la savane de toute eau. Contrairement au chaos des gnous, les zèbres semblaient plus calmes, marchant lentement, observant attentivement, mais cette vigilance ne les assurait pas plus de sécurité. Arrivé sur les rives de la Mara, le troupeau s'immobilisa. Quelques individus s'approchèrent du bord de l'eau, inclinèrent la tête pour renifler, l'oreille dressée en signe d'alerte. Ils savaient qu'il s'agissait d'un passage vital où les crocodiles se cachaient dans la boue. Sans se précipiter ni se bousculer, les zèbres choisissaient le point de passage avec plus de sagesse que les antilopes, optant pour un endroit avec une berge douce, un courant lent et une bonne visibilité. La vitesse et les réflexes étaient les atouts de survie de cette espèce. Leur corps compact, leurs pattes puissantes et leur vue perçante leur permettaient de détecter le danger rapidement et de bondir en une fraction de seconde. À maintes reprises, les crocodiles de Mara ont échoué lorsqu'ils se sont jetés en avant pour mordre dans le vide, car la proie avait déjà sauté de côté et accéléré pour s'échapper. Dans les eaux tumultueuses, où la boue et le sang brouillaient tout, les zèbres devenaient imprévisibles et plus difficiles à tuer. Mais les réflexes ne l'emportent pas toujours sur la patience. Un jeune zèbre était juste assez grand pour être sans protection, mais pas assez rapide pour éviter le danger. L'eau tumultueuse les a séparés du troupeau en un clin d'œil. Un crocodile géant a émergé du lit de la rivière, sa morsure transperçant le corps du jeune zèbre, l'entraînant latéralement au milieu du ruisseau. La bataille s'est déroulée si rapidement que personne n'a eu le temps d'intervenir. Le zèbre est devenu la proie du crocodile. Sous les eaux troubles de la rivière Mara, où le soleil brûlait le sol et où les prairies s'asséchaient au point de se fissurer, un autre monde existait tranquillement. Le royaume souterrain des hippopotames. Moins bruyants que les lions, moins traquants que les crocodiles, les hippopotames vivent dans leur propre ordre, empreints de rigueur et de discipline. Ils se rassemblent en grands groupes appelés « pods », qui peuvent compter jusqu'à 30 individus, parfois plus pendant la saison sèche. Lorsque l'eau se raréfie, les frontières entre les groupes commencent à se chevaucher. Chaque groupe est généralement dominé par un mâle adulte. Il est non seulement le chef, mais aussi celui qui contrôle l'espace et protège le soi-disant droit à la baignade. Une chose apparemment simple, mais une question de survie sous une chaleur de 50 degrés Celsius.
Les jeunes mâles, trop faibles pour affronter la menace, sont repoussés au bord du gouffre ou contraints d'errer seuls, sans pouvoir s'approcher du groupe de femelles, à moins d'accepter de se battre pour survivre. Le jour, le troupeau est immergé dans l'eau, n'exposant que son nez, ses oreilles et ses yeux. Ces 3 points lui permettent de respirer, d'entendre et d'observer sans quitter sa zone de confort. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence indolente. Chaque mouvement est observé, chaque grognement est porteur d'un message. Un mâle inconnu nageant trop près sera averti par un rugissement profond, puis peut-être une morsure sous-marine soudaine. C'est là que la véritable puissance de l'hippopotame est à son apogée. La nuit, le troupeau quitte l'eau pour se nourrir. Le jour, il retourne à la rivière, où la boue, l'eau fraîche et les bras invisibles du troupeau continuent de se protéger mutuellement. Car pour les hippopotames, la vie ne se résume pas à la force musculaire, mais aussi au lien étroit qui unit le troupeau. Un ordre durable se construit entre l'eau, la boue et un silence fier. Les hippopotames. Ce ne sont pas des prédateurs, mais les plus célèbres protecteurs du territoire. Tandis que l'eau ondulait et qu'une longue ombre glissait lentement dans l'eau trouble, le troupeau d'hippopotames se tenait fermement au milieu de la rivière Mara, comme si de rien n'était. Mais soudain, un crocodile adulte s'approcha discrètement, s'égarant sur le territoire du troupeau. Cette erreur fut désastreuse. L'eau s'ouvrit brusquement. Le troupeau fit demi-tour sans prévenir. Ils ne rugirent pas, ne menacèrent pas. Ils chargèrent simplement en avant, dans une pure fureur naturelle, comme pour donner une leçon de limite à ce prédateur ancestral. L'imposante mâchoire inférieure s'ouvrit sans délai. Une morsure directe dans le crocodile fit craquer même ses écailles ancestrales. Le chaos dura moins d'1 minute, mais ce fut une minute d'enfer sous-marin. Le crocodile se débattit et se contorsionna, mais ne put échapper à la force écrasante de près d'1 tonne de mâchoire. Ses dents, qui avaient infligé la mort à des centaines de créatures, étaient désormais impuissantes face à la folie violente d'une mer. Dans la rivière Mara, les crocodiles sont des tueurs, mais pas des maîtres.
Lorsqu'ils rencontrent un troupeau d'hippopotames, ils ne sont plus des chasseurs, mais doivent fuir, parfois trop tard. Et ce n'est pas rare. Les longues cicatrices sur le dos, les moignons de queue ou les yeux aveugles de nombreux crocodiles ayant survécu à des affrontements avec eux en sont la preuve. Même les plus grands crocodiles mâles comprennent que, dans ces eaux, avoir des crocs n'est pas synonyme de pouvoir. Car dans la confrontation entre l'instinct de chasse et l'instinct de protection, les hippopotames ne se battent pas pour leur nourriture, ils se battent pour des frontières, pour leurs petits et pour l'honneur d'une créature qui ne connaît jamais la peur. Ils ne se laissent pas facilement vaincre. Un fier monument au milieu de la rivière Mara. Le coucher de soleil rouge couvre la rivière Mara, lorsque le bruit des sabots s'estompe progressivement, que l'écume s'est déposée et que la boue a séché sur la peau, la vie ne s'arrête pas. Le silence ne s'est installé que l'espace d'un instant, préparant la prochaine rotation. Les gnous survivants poursuivirent leur route. Ils ne s'arrêtèrent pas pour pleurer leur mort, car ici, le temps n'était pas aux larmes. Les zèbres, bien qu'ayant perdu leurs frères dans les rapides, marchaient toujours avec la sérénité d'une espèce habituée à vivre à la lisière de l'obscurité. Les crocodiles, repus après des morsures mortelles, retombèrent dans l'eau trouble, immobiles comme si personne n'était jamais mort sous leur mâchoire. Et parmi eux, l'hippopotame, qui ne chassait ni ne fuyait, dominait encore son territoire avec une autorité qui n'avait pas besoin d'être exprimée. Indomptable. Ici, personne n'était véritablement le plus fort. Il n'y avait que des créatures assez courageuses pour ne pas s'arrêter. Des créatures qui acceptaient la douleur, le sacrifice pour continuer à exister. Telle était la loi silencieuse mais absolue de la nature, la vie ne laissait aucune chance, elle exigeait chaque battement de cœur pour crier sa valeur. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans un voyage pour explorer les terres sauvages, où chaque vie, qu'elle soit celle d'un chasseur ou d'une proie, raconte une histoire d'instinct, de courage et d'espoir sans fin. Pas de rugissement. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Juste une ombre sombre traversa la lumière du soleil et des griffes s'abattèrent comme un éclair. Vautour. Aigle. Aigle. Les maîtres de l'air. Chaque aile est une phrase. Chaque battement d'aile est un avertissement. Dans leur monde, il n'y a pas de compassion. Il n'y a que l'instinct et la faim.
Seigneur du ciel. Les dangers des prédateurs aériens. Dans les cieux élevés, où l'air s'amincit avec la hauteur et où le soleil brille directement dans les yeux de ceux qui osent lever les yeux, il existe un monde invisible mais mortel. Pour les créatures souterraines, la mort ne vient pas toujours par les crocs ou les griffes. Parfois, cela prend la forme d'une ombre glissant silencieusement dans le ciel. Pas de son. Aucun avertissement. Il n'y a qu'un lambeau du destin. C'est une terre de créatures qui volent avec précision et tuent avec patience. Vautour. Aigle. Aigle. Chaque espèce a son propre mode de vie unique. Une stratégie distincte. Mais tous sont des experts de la mort. Les vautours sont parmi les rapaces les mieux adaptés au rôle de nettoyage de la nature. Ils n'ont pas de serres acérées comme les aigles ou les faucons. Au lieu de cela, leur arme est un bec fort et courbé, suffisamment puissant pour déchirer la chair et les tendons séchés des carcasses d'animaux en décomposition. La tête et le cou des vautours sont souvent dépourvus de plumes, un trait évolutif idéal qui les aide à éviter l'infection lorsqu'ils enfoncent leur tête dans des cadavres en décomposition. Ils ne sont peut-être pas beaux, mais chaque détail de leur corps est précisément conçu pour le travail le plus brutal de la chaîne alimentaire. Ils possèdent une vue supérieure. Un vautour peut voir un cadavre ou des signes de fin de vie à plus de 3 km de distance. Dans le ciel, lorsqu'un individu repère la carcasse d'une proie, il tourne en rond et baisse progressivement son altitude. Ce comportement sert de signal. Quelques minutes plus tard, des dizaines d'autres arriveront de partout. C'est un système d'observation passif mais extrêmement efficace. La coopération tacite des solitaires. Bien que les vautours ne chassent pas directement, des conflits surviennent toujours entre eux. La compétition pour les carcasses entre vautours ou avec d'autres charognards tels que les hyènes, les chacals et même les lions affamés peut devenir féroce. Parmi les vautours, le vautour à oreilles grises et le vautour africain sont les deux espèces dominantes en taille et en puissance. Lorsqu'ils sont présents, les espèces plus petites comme le condor sont obligées d'attendre leur tour ou de trouver des occasions de se faufiler dans la foule chaotique. L'estomac des vautours contient un acide très fort qui les aide à digérer la viande avariée, le sang séché et les bactéries telles que l'anthrax ou le staphylocoque. Grâce à cela, ils ne se contentent pas de manger des carcasses mais agissent également comme des filtres biologiques pour l'écosystème. Sans eux, des maladies pourraient se propager à partir des carcasses en décomposition, affectant aussi bien les prédateurs, les herbivores que les humains.
En termes de reproduction, les vautours ont des habitudes très différentes de celles des autres oiseaux. Ils se reproduisent lentement, chaque couple ne pondant généralement qu'un seul œuf par an. Leurs nids sont généralement situés sur de hautes falaises, des cimes d'arbres ou des falaises, où peu de prédateurs peuvent les atteindre. Les oisillons ont besoin de plusieurs mois pour se développer pleinement avant de prendre leur premier vol. Les deux parents participent aux soins, de l'incubation à l'élevage. Cette reproduction lente rend les populations de vautours très vulnérables aux changements environnementaux et aux intoxications alimentaires d'origine humaine. Le monde moderne pousse le vautour au bord du gouffre. Bon nombre de ces espèces, notamment en Afrique et en Asie du Sud, ont vu leur nombre diminuer de plus de 90% au cours des 3 dernières décennies. La cause n'est pas naturelle. Cela provient des médicaments vétérinaires, des pesticides et de l'empoisonnement des cadavres pour tuer les prédateurs. Les vautours ont mangé les carcasses et sont morts en masse. Une mort silencieuse, comme ils sont venus à la nature. Les vautours ne sont pas seulement des symboles de mort. Ce sont des symboles de renaissance. Depuis la mort, ils aident la vie à continuer à circuler. Et dans un monde naturel bouleversé par les mains de l'homme, ces ailes chauves sont peut-être le dernier espoir de garder l'écosystème propre. Dans le ciel au-dessus des montagnes majestueuses, où le vent hurle et le soleil brille directement sur les rochers froids. L'aigle apparaît comme un roi sans trône. Avec une envergure pouvant atteindre jusqu'à 2,5 mètres, il ne vole pas mais plane. Pas de travail, pas d'énergie gaspillée. Un seul battement d'aile peut traverser la vallée, hors de la vue des prédateurs et des proies. Les aigles n'ont pas besoin de se presser. Ils vivent de précision. Et le silence. Des muscles puissants combinés à des os creux confèrent aux aigles une grande puissance de levage mais un poids léger. Ils possèdent des yeux situés à l'avant de leur tête, ce qui non seulement augmente leur vision mais leur permet également de déterminer avec précision la position et la distance. La vue d'un aigle est au moins 4 à 8 fois supérieure à celle des humains. Les proies peuvent être vues à plus de 3 km de distance. Lorsque la proie apparaît, l'aigle plonge à des vitesses pouvant atteindre plus de 240 km/h. Cette accusation était plus qu'une simple attaque. C'était une exécution parfaitement programmée.
Mais la véritable puissance de l'aigle ne réside pas seulement dans sa vitesse. Leurs griffes sont longues, courbées et acérées comme des lames. Leur force de compression peut atteindre plusieurs centaines de kilogrammes par centimètre carré, ce qui est suffisant pour pénétrer le crâne de leur proie. Des lapins et des loutres aux faons et aux chèvres de montagne, aucune créature n'est en sécurité une fois en vue. Certaines espèces d'aigles, comme l'aigle royal, peuvent abattre des proies plus lourdes que leur propre corps. Ils ne chassent pas parce qu'ils ont faim. Ils chassent pour la domination et pour la domination aérienne. Durant la saison de reproduction, l'aigle révèle un côté plus doux, mais non moins féroce. Il s'accouple souvent pour la vie, construisant des nids sur des affleurements rocheux ou de grands arbres où aucun autre animal n'ose s'approcher. Leurs nids peuvent être aussi grands qu'un lit et sont utilisés à maintes reprises au fil des années, agrandis et renforcés jusqu'à devenir une forteresse aérienne. Chaque portée ne pond qu'un à 3 œufs. Les oisillons sont faibles à la naissance, mais leur instinct de survie s'active dès la première seconde. En période de pénurie alimentaire, les poussins les plus forts surpasseront leurs frères et sœurs. Non pas à cause du mal, mais parce que la vie exige des choix. Et l'aigle n'épargne jamais les faibles. Lorsqu'un oisillon grandit, sa première leçon est d'apprendre à tomber. Ils sont poussés hors du nid par leurs parents pour apprendre à voler seuls. S'ils tombent, ils doivent lutter. S'ils ne le peuvent pas, ils meurent. Mais s'ils passent, ils voleront. Et à partir de là, je n'ai jamais arrêté. C'est ainsi que les aigles créent des descendants dignes. Dans de nombreuses cultures, l'aigle est un symbole de liberté, de force et de volonté inébranlable. Les Romains sculptaient un aigle sur leur lance légionnaire. Les États-Unis ont choisi l'aigle à tête blanche comme symbole national. Les tribus indigènes considéraient les aigles comme des messagers des dieux. Aucun autre oiseau n'a autant de signification symbolique que l'aigle. Parce que quand ça décolle, les gens voient leur propre rêve. Un rêve de puissance, du désir de tout surmonter. Être seul dans le ciel sans demander la permission à personne pour être libre. Dans le ciel, les aigles ne sont ni les plus rapides ni les plus nombreux.
Mais c'est l'espèce qui fait que toutes les autres créatures admirent. Pas par peur, mais par respect. Son silence est puissance. Sa solitude est puissance. Et chaque battement d'aile est une déclaration que ce ciel est réservé à ceux qui sont nés pour régner. Dans le ciel calme, où les courants thermiques soulèvent les ailes de l'oiseau en apesanteur, le faucon est plus qu'une ombre glissante. C'est une machine de chasse parfaite, un ingénieur aéroporté avec des yeux aussi perçants que des télescopes et des plongées d'une précision absolue. Bien qu'il ne soit pas aussi grand qu'un aigle, le faucon est supérieur en termes de vitesse, d'agilité et de tactique de chasse. Avec ses ailes longues et étroites et sa queue effilée, il peut planer dans les airs pendant des heures sans battre des ailes. Mais lorsque le moment arrive, son corps tout entier se transforme en une flèche vivante, plongeant vers le sol à des vitesses pouvant dépasser 160 km/h. Cette plongée était plus qu'une simple attaque. Il s'agit d'une combinaison d'observation, de calcul et de timing, affinée en instinct au fil de milliers de générations. L'œil du faucon est un chef-d'œuvre biologique. Leur vue est au moins 8 fois meilleure que celle des humains. Un faucon volant à plus de 300 mètres d'altitude peut encore apercevoir une souris cachée dans l'herbe. Le système musculaire oculaire leur permet de changer rapidement de mise au point, en se verrouillant sur une cible au milieu du mouvement. Une fois ce regard fixé, les chances de survie de la proie sont presque nulles. Les proies ciblées par les faucons sont généralement de petites créatures, des souris, des lapins, des serpents aux petits oiseaux. Mais il existe des faucons comme la buse à queue rousse en Amérique du Nord ou la buse à aile large en Afrique qui osent attaquer des espèces plus grandes comme les tétras, les moufettes ou même les bébés singes. Certaines espèces opèrent seules, mais d'autres chassent en couple ou en groupe, avec des rôles clairs tels que leurre, distracteur et tueur. Les adaptations flexibles aident également les faucons à survivre dans une variété d'habitats. Des jungles aux savanes en passant par les villes modernes, ils chassent toujours avec la même précision froide. De nombreuses grandes villes comme New York ou Tokyo ont même des faucons qui nichent sur des gratte-ciel, d'où ils observent le monde en contrebas comme si aucun humain n'y avait jamais mis les pieds. Mais même dans le monde des oiseaux de proie,
les faucons doivent faire face à la concurrence. Les aigles sont plus grands et plus forts, et prennent parfois le contrôle des nids des faucons. Les faucons sont plus rapides et attrapent parfois des proies en plein vol. La vie d'un prédateur n'est jamais facile. La saison de reproduction est la période où les faucons révèlent une autre facette de leur espèce. Au lieu d'être des assassins de sang-froid, ils sont devenus des architectes méticuleux. Leurs nids sont généralement construits au sommet de grands arbres, de falaises ou d'autres endroits à l'abri des prédateurs. Le couple restera ensemble, construira le nid, incubera les œufs et élèvera les poussins ensemble. La fidélité reproductive dure des mois, voire des années chez certaines espèces. Les oisillons naissent fragiles mais grandissent très vite. Ils sont nourris de viande fraîche tous les jours. Les premières leçons d'observation, d'équilibre et finalement de décollage ont toutes lieu dans ce nid. C'était le début d'une vie dans le ciel où seuls les forts et les précis pouvaient survivre. Les faucons sont l'incarnation de l'art de la chasse. Sans exagération. Silencieux. Mais exactement. Tranquillement. Et la mort. Dans le monde du ciel, où il n'y a qu'une seule chance de tuer, le faucon n'a jamais échoué à cause de l'impatience. Ils sont des symboles de contrôle, de bravoure et de silence mortel. Le ciel n'a pas de frontières. Mais tout le monde n'a pas le courage de voler et de survivre dans cet espace sans fin. Les vautours n'ont pas une apparence noble. Mais ils sont les derniers gardiens qui gardent la nature propre. Les faucons ne sont pas ostentatoires. Mais chacun de leurs sprints est une leçon de précision, de vitesse et de contrôle. Les aigles n'ont pas besoin de rugir. Mais chaque déploiement d'aile est une déclaration de puissance et de liberté. 3 espèces. 3 stratégies. 3 vies différentes partageant le même ciel. Les vautours représentent la mort. Le faucon symbolise l'habileté. L'aigle est une image du désir de dominer. Ils ne sont pas en compétition pour vivre. Ils vivent en remplissant leur rôle dans le grand cycle de la nature. Dans l'air calme, lorsque la lumière du soleil brille sur les ailes déployées, ce n'est pas seulement la vie. C'est l'équilibre.
Précision. La sagesse de la création. Et tandis que le vent passe, emportant le bruit des ailes qui s'éloignent dans le ciel, nous comprenons que le monde continue de tourner. Merci à ceux qui ne touchent jamais le sol normalement. Ce sont des prédateurs. Soyez un nettoyeur. C'est un symbole. Et surtout, il nous rappelle que, quelle que soit sa hauteur, chaque créature est une partie indispensable de la vie.